Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Le Monde du droit consacré aujourd'hui à sa rubrique Parcours racines juridiques, rubrique consacrée à la présentation de personnalités du monde du droit. Nous vous présentons deux juristes, deux avocats, magistrats, professeurs de droit. Nous vous présentons le parcours de juriste. L'objectif de cette rubrique est de susciter des vocations auprès des jeunes en leur présentant modèles de personnalités du monde du droit qui peuvent les inspirer. À cette rubrique, nous vous présentons des modèles de personnalités qui ont choisi d'œuvrer dans le domaine juridique, susciter des vocations auprès de jeunes, leur présenter des sources, s'inspirer et aussi se projeter dans l'avenir et envisager une carrière dans le domaine juridique en s'inspirant de ces modèles qui ont choisi de œuvrer dans ce domaine-là. Alors nous allons parler de leur parcours, de leur enfance, de leurs études primaires, secondaires, par où ils sont effectivement passés pour arriver là où ils sont, des études universitaires, quel chemin avaient-ils emprunté pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Avec nous, ce sera un invité qui intervient depuis Strasbourg. C'est un professeur des universités, docteur en droit. Avec lui, nous parlerons de son parcours, de ses activités. Il nous parlera également de ses autres activités, autres formations et de la perception qu'il a finalement du domaine juridique dans l'exercice de ses fonctions par rapport au fait qu'il ait eu à faire d'autres formations également ainsi que le droit. Avec nous tout de suite donc le professeur Camille Couillou depuis Strasbourg. Le professeur Kamikuyu Mwissa, originaire de la République démocratique du Congo, docteur en droit de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, diplômé en outre dans d'autres disciplines, il est qualifié en France en fonction de professeur des universités et a enseigné notamment à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'Université Paris-Saclay, à l'Université de Lille, à l'Université catholique de Bruxelles, à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et à l'École nationale d'administration ENA cycle international en France. Il est consultant international auprès des organismes internationaux et il assume également la direction dans différentes structures. Éditeur, il est auteur de plusieurs ouvrages. Nous allons découvrir le détail de son parcours et racines juridiques. À ce numéro qui est consacré aujourd'hui à notre rubrique Parcours racines juridiques, nous recevons le professeur Camille Couillou depuis Strasbourg qui nous a fait l'honneur de venir nous dire son parcours. Au cours de cette émission, nous le recevons. Bonjour, professeur Camille Couillou. Bonjour, Madame Kassonga. Heureuse de vous revoir. Moi aussi. Oui, même à distance, je vous revois quand même. Je vous ai reçu il y a quelques années à Kinshasa, dans le cadre de l'émission Le Monde du droit. Tout à fait. C'était en 2002. Vous étiez venu alors avec deux magistrats français et deux magistrats français et un magistrat canadien. Canadien, oui. C'était dans le cadre d'une
C'était un séminaire? Un séminaire, ouais. Le thème de ce séminaire, je le connais encore jusqu'aujourd'hui. C'était l'acte de juger. C'était l'acte des jugés. Et j'ai une surprise pour vous par rapport à cette émission-là. Ok. Oui, parce que quand vous êtes venu, à la fin de l'émission, je vous avais demandé de me laisser un mot Tout à fait. dans le cadre de l'émission Le Monde du droit. Et vous avez, comme j'ai demandé à d'autres de mes invités aussi, vous m'aviez laissé un mot. Et ces mots-là disaient exactement ceci, je vais le lire. Vous disiez alors, la justice est garante de l'état des droits, de la démocratie et de la paix. Nous espérons que notre action au Congo et en Afrique permettra un avenir meilleur et radieux pour tous les fils de ces continents. Signé Kamikuyu, président de c'était l'Institut de hautes études judiciaires. Voilà, donc c'est cela. Je vous le présenterai, je vous l'enverrai tout à l'heure, vous verrez. Donc c'était bien vous. Moi. Je l'ai bien gardé. C'était le 29 octobre 2002 que je vous avais reçu. Alors, aujourd'hui, c'est encore un plaisir de vous recevoir et nous voulons savoir votre parcours. Quand vous nous expliquez votre parcours, c'est l'objectif en fait de cette rubrique, c'est inspirer la jeunesse, que la jeunesse en fait trouve en vous de sources d'inspiration. En tout cas, cette jeunesse qui veut aussi emprunter la carrière juridique, à travers nos invités, peut se retrouver et s'inspirer, avoir de modèles pour se construire plus tard une carrière judiciaire ou juridique, hein, si vous voulez, dans le domaine juridique. Donc, c'est pour cela nous avons créé cette rubrique. Parlez-nous de vous, de votre enfance, professeur. Quel genre d'enfant étiez-vous? Un enfant ordinaire, hein. Donc j'étais comme tous les autres enfants. Hein. Je suis né à Léopoldville. Hein. À l'époque, c'était Léopoldville. Hein. Donc je suis né à Kinshasa, hein, et j'ai fait mes études primaires à Kinshasa. Hein, et je suis allé les continuer à Kisangani. Donc, j'ai terminé mes études secondaires à Kisangani en 1976. J'ai vécu normalement, disons, comme tous les enfants et tous les jeunes. Hein. Donc, juste en 76, avec cette particularité que à Kisangani, je suis passé par le petit séminaire qui m'a vraiment façonné. Oui. Donc, quand je vois par rapport à mes frères qui étaient restés à la maison, donc il y a une certaine différence parce que moi, je suis passé par le séminaire. À l'époque, la formation dans des séminaires, c'était très, très, très rigoureux. Bon, donc, c'est ce qui a forgé un peu mon caractère. Peut-être c'est ce qui a préparé mon avenir. Vous êtes docteur en droit, habilité à diriger le recherche et qualifié aux fonctions de professeur des universités, détenteur d'un master en théorie du droit, d'un DA de philosophie, d'un DA d'études africaines et d'un DESS de sciences politiques. Vous avez enseigné à l'université Paris-Saclay, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'université Saint-Louis à Bruxelles, à l'université catholique de Bruxelles, à l'université de Lille et à l'école nationale d'administration ENA, cycle international Paris. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche pour le développement durable, CERIDU, situé à Kinshasa, et vous êtes président de l'Académie africaine de théorie du droit qui est basée à Paris. Vous êtes également
consultant international, éditeur et auteur de plusieurs ouvrages et articles. Vous avez un parcours diversifié, mais également un très grand parcours, professeur. Vous allez au séminaire. Au séminaire. Là, c'était à Kisangani. Kisangani, oui. C'était quel séminaire? C'était le petit séminaire de Mandombe. C'est le séminaire Sainte-Thérèse. À Mandombe, c'est à 11 km de Kisangani. Après cela, donc, vous êtes allé pour faire vos humanités, vos séminaires? Oui, c'est-à-dire je fais les humanités au séminaire, mais je les ai terminés au collège Sacré-Cœur à Kisangani, toujours, parce que le séminaire n'organisait pas l'année terminale. Le séminaire s'arrêtait au niveau des 5e secondaires. Donc, finalement, nous sommes allés au collège du Sacré-Cœur. Actuellement, c'est Institut Maélé, je crois. Donc, je suis allé terminer là-bas. Donc, j'ai terminé au collège Sacré-Cœur, Institut Maélé, donc en Vous avez 1976. fait quelle section? J'ai fait le latin philosophie, donc c'est la section littéraire. Et après cela, donc, vous êtes allé aux facultés catholiques. Aux facultés catholiques. Donc, vous êtes revenu à Kinshasa. Donc, vous êtes allé aux facultés catholiques, là où vous avez fait la philosophie. Oui, j'ai faculté de théologie catholique. C'est devenu plus tard faculté catholique de Kinshasa. Donc, je suis allé là-bas, mais ce n'était pas mon choix au départ. C'est que quand j'avais eu mon diplôme d'État à Kisangani, j'avais postulé pour la faculté de médecine. En premier choix, c'était donc la faculté de médecine. En deuxième choix, c'était la faculté de droit. Mais à l'époque, c'était compliqué avec les systèmes de quotas. Tout ça, j'arrive à Kinshasa, j'ai commencé en médecine, j'ai fait quelques mois. Donc, c'était le mois d'octobre, octobre-novembre. Finalement, mon nom ne se retrouvait pas sur la liste définitive, ni à la faculté de médecine, ni à la faculté de droit. C'est ainsi qu'une dame congolaise m'a aidé à m'inscrire à la faculté de théologie catholique en philosophie. Boudé un peu, parce que je ne voulais pas du tout faire ça, mais je me suis retrouvé là-bas en philosophie. Ouais. Et vous avez fait donc, vous avez eu votre licence à l'époque, licence là-bas, à la faculté, aux facultés catholiques. Voilà, quand je suis allé donc à la faculté de théologie catholique, j'ai trouvé qu'en fait c'était mon milieu assez naturel, donc j'y étais très à l'aise et j'ai obtenu mon diplôme de graduat d'abord, ensuite la licence là-bas, 81. Et, et ensuite, donc, vous avez fini et vous êtes allé, vous avez eu votre licence et vous êtes allé continuer les études en Europe. Voilà, quand j'ai eu ma licence 81, je dois préciser que la théologie catholique, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, quand on faisait la philosophie en licence, on avait le choix entre l'option sociologie et anthropologie et l'option littérature et linguistique. Moi, j'avais choisi l'option sociologie et anthropologie. Donc, j'étais licencié en philosophie avec comme option sociologie et anthropologie. Donc, après cette licence, j'ai enseigné à Kinshasa pendant 2 ans, à l'Athénée d'Engiringiri. Donc, j'ai enseigné le français pendant 2 ans. Après, je suis allé au Cameroun où j'ai enseigné la philosophie pendant 3 ans. Pendant 3 ans, dans des lycées, dans des écoles catholiques, là-bas. Et c'est du Cameroun que je suis parti en France en 1986. Voilà. Ah, donc, à partir du Cameroun, vous êtes allé en France. Et c'était donc pour aller continuer les études que vous êtes parti. Oui, je suis allé en France donc pour continuer mes études.
Vous continuez les études en philosophie en France? Naturellement, comme je venais de la philosophie, dès que je suis arrivé la même année, en 86, j'ai pris une inscription en DEA de philosophie à la Sorbonne. Je ne voulais pas perdre du temps, hein. Bon, donc, la même année, je suis allé à la Sorbonne et j'ai pris mon inscription en DEA de philosophie. Hein. Bon, finalement, à l'époque, disons, quand on s'inscrivait en philosophie, il y avait plusieurs options, hein. On avait la philosophie politique, la philosophie de l'art et de la culture et l'éthique. Moi, j'avais choisi la philosophie de l'art et de la culture. Donc, j'ai fait mon année de DEA, succès, hein. Donc, j'avais une note de 17 sur 20 à la fin de l'année. Donc, hein, bon, disons, j'avais une moyenne de 17 sur 20. Alors, bon, disons, pour les responsables du DEA, quelqu'un qui venait d'Afrique, qui se retrouve là et qui s'en sort avec 17 sur 20, donc, ils ont beaucoup apprécié. Donc, j'ai eu mon DEA de philosophie avec la mention très bien à l'époque. Félicitations. Après donc le DA de philosophie, vous avez fait autre chose, toujours à l'université? Et que après mon DEA de philosophie, je me suis posé des questions, hein. Je me suis dit, mais quand on fait des études, c'est pour pouvoir travailler. Donc, je voyais que ça allait être difficile de trouver un poste de professeur de philosophie en France. Donc, c'est ainsi que j'ai pensé euh, changer les parcours, aller vers des disciplines qui pouvaient me permettre d'accéder un peu plus facilement à l'emploi. J'avais pensé donc au droit et à la science politique. Voilà. Bon, finalement, j'ai opté pour le droit dans un premier temps, hein, et à la faculté de droit de la Sorbonne à l'époque, il y avait un DEA qui était intitulé DEA études africaines. Alors, en études africaines, il y avait l'option sciences politiques, l'option droit, l'option anthropologie juridique et politique, l'option histoire, l'option économie et l'option géographie. Moi, j'avais demandé une inscription en option sciences politiques, hein, parce que je trouvais normal le passage de la philosophie à la science politique. Mais finalement, l'université a décidé autrement en voyant mon parcours à la faculté de théologie catholique de Kinshasa, que j'avais fait l'anthropologie et la sociologie. Ils ont pensé que je serais mieux en option anthropologie juridique et politique. C'est ainsi que je me suis retrouvé en option anthropologie juridique et politique. Hein. Donc, bon, j'ai terminé donc un CDEA. Donc, je fais les DEA études africaines, option anthropologie juridique et politique à la faculté de droit de l'Université Paris 1. J'ai terminé. Je tenais toujours à faire la science politique. Donc, je suis rentré au département des sciences politiques, demandé une autre inscription en sciences politiques, et cette fois-ci, j'ai été pris en sciences politiques. Hein. Donc, dans l'option développement et coopération internationale. Hein. Donc, bon, j'ai fait sciences politiques à la Sorbonne, option développement et coopération. Voilà. Donc, c'est dans ces moments-là que je me suis inscrit en thèse. Je me suis inscrit en thèse à la faculté de droit, donc en anthropologie juridique et politique. Alors, disons, comme je savais que j'avais des faiblesses en droit parce que le master anthropologie juridique et politique, on avait très peu de cours de droit positif. Donc, je me suis dit qu'il fallait renforcer ma formation avec
avec la théorie du droit. C'est ainsi que j'ai postulé pour la bourse Erasmus, pour aller à Bruxelles, à l'Académie européenne des théories du droit. Donc, j'ai été pris, c'était la première promotion d'ailleurs, et j'étais le tout premier Africain là-bas, et donc j'ai été pris et j'ai passé une très bonne année à Bruxelles en théorie du droit. Donc, voilà. Alors, quand j'ai Et terminé à Bruxelles, c'était à quelle université? à l'Université catholique de Bruxelles et à l'Université Saint-Louis. Donc, à l'époque, c'était des facultés universitaires Saint-Louis. Donc, Saint-Louis et la KUB, l'Université catholique de Bruxelles, organisaient ensemble ces masters. Donc, je me suis retrouvé là-bas. C'était un master qui était bilingue. C'était un master européen, c'était en anglais et en français. Les étudiants venaient de tous les pays d'Europe. Bon, donc moi, je venais de la France, mais en même temps, je représentais l'Afrique. C'est-à-dire que le master de théorie du droit, disons, m'a permis justement de renforcer ma thèse de droit, disons, de récupérer certains retards que j'avais et surtout d'approfondir. Disons, les enseignants qui étaient là, c'était des plus grands. Ce sont des gens qui venaient de Harvard, de Cambridge, d'un peu partout dans le monde. Oui. Bon, donc, c'était une formation très, très, très forte, très lourde, disons, très lourde et très efficace. Donc, j'ai fait cette formation. Ça m'a permis de renforcer ma thèse de doctorat. Et finalement, vous allez passer votre thèse, vous aurez votre doctorat en droit. Oui, donc finalement, du retour de Bruxelles, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en droit en 93, en En 1993. 93, oui. Oui. Alors, ce qui était extraordinaire, Oui. c'est que dans le système français, quand on fait les doctorats, il faut revenir, c'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc, l'habilitation, ça vous permet de diriger des doctorats. Généralement, on passe l'habilitation peut-être 10 ans après les doctorats. Mais, euh, mais exceptionnellement, si l'université pense que votre thèse est extraordinaire, l'université peut vous permettre de soutenir votre habilitation le même jour que vous soutenez votre thèse de doctorat. Voilà, donc c'est ce qui était mon cas. Ça veut dire que quand j'ai fait ma thèse de droit, l'université s'est rendue compte que même 10 ans après, je ne ferais pas mieux que ce que je fais. Disons que c'était très élevé. Ah, Ils m'ont proposé l'habilitation le même jour que la soutenance de la thèse. en 1993. Oui. En 93. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on fait un jury élargi, c'est ça, c'est-à-dire un jury élargi, au lieu de demander deux rapports de soutenance, donc on en a demandé trois. Bon, donc il fallait trois rapporteurs au lieu de deux. Et bon, disons, c'était un examen beaucoup plus approfondi. C'est ainsi que j'ai pu avoir mon habilitation à diriger des recherches le même jour que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Oui. Oui, c'était exceptionnel en fait. Oui. C'était exceptionnel, donc c'est bon. Et c'était le seul cas, disons, qu'on a connu dans notre laboratoire. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Et je posais peut-être une question par rapport, parce que là, il y a de jeunes étudiants, peut-être de personnes qui ont fini aussi leur licence, master maintenant, au niveau de en Afrique, parce que vous travaillez avec l'Afrique souvent. Et comment arriver, par exemple, pour aller venir et se passer une thèse en Europe?
Comment ça se fait? Quel genre de diplôme? Et quel diplôme il faut? Qu'est-ce qu'on exige? Et en tenant compte du fait que maintenant, en République démocratique du Congo, il y a eu cette réforme LMD, donc licence, master et puis doctorat. Comment ça se fait? Est-ce qu'avec le diplôme qu'on a de master maintenant, on vient directement, on peut s'inscrire en doctorat? Est-ce que c'est... Bon, Comment ça se fait bon, là? la règle, c'est d'avoir un master ou Oui. un DEA, hein. Donc, master DEA. Ici en France, c'est le bac plus 5, hein. Donc, bac plus 5, donc 5 années après le baccalauréat, hein. Donc, on peut être accepté, hein. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est plutôt les projets de recherche. Moi-même, disons, comme vous le savez, quand j'ai eu mon habilitation, bon, j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne et j'ai dirigé des thèses. Donc, j'en ai dirigé une vingtaine, hein, jusqu'à présent, hein. Il m'est arrivé de prendre un doctorat de gens qui n'avaient pas, des gens qui n'avaient pas de master français, hein, des gens qui venaient directement d'Afrique. Ça veut dire que je les jugeais par rapport à leur projet de recherche, hein. Donc, ça, c'est un élément très important. Hein, les diplômes, bon, bien sûr, qu'on dit bac plus 5, bon, on peut considérer que ceux qui sont au Congo, par exemple, qui font 5 ans, en 5 ans après le diplôme d'État, oui, donc, ont les niveaux master, hein. Donc, même avant le système LMD, bon, moi, j'ai pris quelques personnes qui n'avaient pas de master français, mais j'ai considéré tout simplement qu'ils avaient 5 ans, qu'ils avaient fait 5 années après le bac. Et ce qui était plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le projet de recherche. C'est le projet de recherche, oui. Oui, oui. Donc, il y a moyen même par rapport aux notes aussi de demander une dérogation par rapport parce qu'on exige aussi quelle note faut-il pour s'inscrire en doctorat. Il faut avoir eu quelle note? À partir de quelle note? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la note n'est pas aussi importante que ça, hein. Le plus important, parce que en tant que, en tant que directeur de recherche, on veut quand même avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Quelqu'un qui vous présente même s'il vient avec une mention 18 sur 20, tout ça, mais tant que son projet n'est pas stimulant, disons, tant que c'est pas très intéressant, vous ne l'acceptez pas. Voilà, parce que n'oubliez pas que la thèse, bien sûr, c'est l'étudiant qui le fait, mais il y a aussi le directeur qui est là, hein. Bon, donc, on fait ça à deux, hein. Bon, donc, le directeur aussi est concerné, hein. Bon, donc, quand on sent que votre travail euh, peut apporter des surcroîts de connaissances, hein, des surcroîts de connaissances, donc, c'est en ce moment-là que c'est intéressant. C'est en ce moment-là qu'on peut vous encourager, hein. Mais si le projet est banal, bon, donc, et sans intérêt, bon, on ne voit pas pourquoi l'université va vous prendre. Et comment se fait le choix du projet, le projet de test? Est-ce que le candidat au doctorat choisit lui-même ou bien travaille ensemble avec ses concerts, vient avec son projet pour le présenter ou vous avez deux projets, vous Voilà, discutez? généralement en sciences sociales, en sciences humaines, bon, c'est l'étudiant qui vient avec son sujet et son projet, hein. Donc, le directeur intervient peut-être pour réorienter un peu les choses, peut-être pour conseiller, dire que voilà le projet que vous présentez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je vous conseille plutôt d'aller dans tel ou tel autre sens, hein. Mais pour les scientifiques, euh, en tout cas dans mon université actuelle, parce que j'enseigne maintenant à l'université Paris-Saclay, hein, donc à Paris-Saclay, pour les scientifiques en tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont proposés par l'université, hein. C'est-à-dire l'université vous propose et propose aussi un financement, hein.
propose aussi un financement parce que actuellement, en France notamment, il y a ce qu'on appelle le contrat doctoral, hein. C'est-à-dire que, bon, on veut former des gens et être sûr que ces gens vont travailler à l'université un jour, hein. Bon, donc, on propose le contrat doctoral à des jeunes. Donc, ils sont comme des assistants à l'université avec un contrat. Ça veut dire qu'ils ont un salaire. Ils sont rémunérés, hein. Donc, chez les scientifiques, il y a beaucoup de contrats doctoraux. Bon, en sciences sociales et en sciences humaines, il y en a un peu moins, hein. Mais ça, c'est la tendance actuelle, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a formé des docteurs, bon, beaucoup se retrouvent au chômage, hein. Bon, donc, on veut vraiment disons, les former, hein, étant déjà recrutés à l'université à partir de ces contrats doctoraux-là. Donc, ça, c'est la tendance actuelle, hein. Alors, généralement, le contrat doctoral va avec des projets qui sont proposés par nous. Et pour revenir à votre parcours, là où donc vous avez fini habilitation, vous avez eu cette habilitation à diriger les thèses en 1993 en même temps que votre doctorat et vous devenez aussi maître de conférence. Okay. Ce qui se passe, c'est que hein, l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé m'a proposé un recrutement. Bon, ils avaient besoin de moi, donc j'ai dû quitter la France pour aller à Yaoundé, à l'Université catholique. Donc là-bas, j'étais maître des conférences. En même temps, j'étais secrétaire exécutif du conseil scientifique de l'université. Ça veut dire que les recrutements des professeurs là-bas, ça passait par moi, hein. Donc, je recevais les dossiers des profs et hein, donc, je convoquais la réunion du conseil scientifique et bon, on s'est prononcé sur les recrutements. Donc, j'étais maître de conférence, en même temps secrétaire exécutif donc, du conseil scientifique de l'université. Au moins dans le système français, quand on est docteur, on n'est pas maître de conférence, on n'est pas professeur. On est docteur, on peut travailler en entreprise. Bon, disons le doctorat, c'est un diplôme. Mais pour entrer dans la profession, hein, pour enseigner, hein, pour entrer dans disons, à l'université, on commence par le grade de maître de conférence. Après, on passe au grade de professeur. Mais pour chaque grade, il y a un concours. Il y a un concours hein, qu'on appelle, disons, c'est un concours de qualification, hein. On dit qualification aux fonctions des maîtres de conférences, qualification aux fonctions des professeurs des universités. Alors, moi, quand j'ai terminé ma thèse, donc en 93, avec mon habilitation, hein, en 94, je me suis présenté donc au concours des qualifications aux fonctions de maître des conférences, hein. Et là, en 94, justement, j'ai passé le concours des qualifications aux fonctions de maître des conférences et j'ai été, donc, disons, j'ai été reçu. J'ai été reçu, donc j'ai eu ma qualification aux fonctions de maître des conférences. Maître de conférence en même après professeur des universités. Après, on repasse encore le concours des qualifications aux fonctions de professeur d'université. Donc, qualification aux fonctions de professeur des universités. Ça, je l'ai passé en 2009. J'ai passé donc ma qualification aux fonctions de professeur des universités. Là encore, j'ai été reçu. Euh, donc, voilà, en 2009. Et, En 2009. et je vais faire un petit retour en arrière, hein. Quand on fait les concours de qualification, généralement, à la faculté de droit, on ne fait la qualification que pour les fonctions de maître des conférences.
Parce que pour être professeur de droit en France, il faut passer l'agrégation. Hein. Il faut passer l'agrégation, il faut être agrégé des facultés de droit. Donc, on fait un concours, un concours qui est très, très, très compliqué, très politisé, tout ça. Donc, on fait le concours d'agrégation. Et quand on est agrégé, on passe directement professeur. Mais si l'on ne passe pas l'agrégation, il y a une seconde voie qui est la qualification en fonction des professeurs. Mais alors là, vous n'êtes pas qualifié aux fonctions des professeurs de droit. Ça veut dire que on vous qualifie dans des disciplines bon, qui sont qu'on appelle métajuridiques. Ça veut dire qu'on peut faire la qualification en philosophie, la qualification en sociologie, la qualification en anthropologie, la qualification, disons, dans des disciplines qui accompagnent les droits. Donc, moi, j'ai été qualifié aux fonctions de professeur des universités, mais en sociologie. Voilà, je suis donc professeur des universités en sociologie. Ça veut dire que je suis professeur de sociologie du droit, sociologie juridique. Je suis qualifié aux fonctions de professeur des universités en sociologie, mais je fais la sociologie du droit et donc l'anthropologie du droit, parce que sociologie et anthropologie, ce sont des disciplines très proches. Voilà. Vous êtes, en dehors de cela, vous êtes également, vous dirigez également le centre, vous êtes directeur général du Centre d'études et de recherche pour le développement durable, CERIDU, en sigle, qui est créé à Kinshasa en 2015 et agréé en avril 2020. Quels sont les objectifs de ces centres? Ok, je vais revenir un peu en arrière. Disons, pour créer ce centre, c'est que je me suis retrouvé à Kinshasa en 2015-2016 comme consultant. Hein. J'étais consultant à UNFPA, donc au FNUAP à Kinshasa, et je me suis rendu compte que au niveau des Nations Unies, là où j'étais, on avait beaucoup de difficultés pour avoir des cabinets, disons des cabinets, disons des centres de recherche. Hein, bon, quand on avait des projets de recherche, donc on avait des difficultés à avoir des centres de recherche tout simplement. Donc, comme je m'y trouvais en 2015, à l'époque, la représentante du FNUAP était mon ancienne étudiante. Hein, c'est-à-dire que j'avais dirigé sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Elle s'est retrouvée représentante du FNUAP à Kinshasa. Bon, elle m'a recruté comme consultant. J'arrive là, je me rends compte qu'il y avait ces problèmes-là. Je dis, bon, en discutant bien sûr avec elle, donc elle m'a dit, hein, mais pourquoi ne pas créer un centre? Donc, c'est alors que j'ai créé le CERDU, dans le Centre d'études et de recherche pour le développement durable, en 2015. Hein, voilà. Et finalement, en 2020, ce centre a été agréé par le ministère de la Recherche scientifique. Hein, donc, nous avons reçu notre agrément. Alors, quels sont les objectifs? Déjà, le centre, on dit Centre d'études et de recherche pour le développement durable. Hein, bon, donc, nous essayons justement d'être un centre de référence sur des questions ayant trait au développement durable. Donc, le centre a 5 départements. Rapidement, on a un département d'éthique appliquée, parce que pour moi, c'est très important, l'éthique, hein, parce que je sais que bon, tout ce qu'on fait, le développement, il n'y aura jamais de développement sans éthique. Hein, et l'éthique appliquée à la santé, bon, à l'économie, à la politique, à tout finalement. Hein. Donc, l'éthique est quand même à la base de tout développement. Bon. En dehors de ça, nous avons un département de santé, santé population, on a un département d'état de droit, un droit de l'homme, on a un département sur l'écologie, changement climatique et un département d'informatique appliqué à l'économie, notamment. Hein, bon, donc, nous essayons de progresser un peu dans la recherche.
Donc, nous avons des publications qui sont rattachées au centre. Et nous avons une maison d'édition en France. On a une maison d'édition, on a donc des collections, on a des revues. Oui, justement, nous allons présenter, nous avons reçu, merci, nous avons reçu les deux livres que vous nous avez envoyés. Les deux livres que nous avons reçus, donc Penser le droit autrement, écrit d'anthropologie juridique, et la revue Droit et Pouvoir, qui est un trimestriel. Et ces numéros reçus parlent de l'enseignement du droit en Afrique. Et qui sont en fait produits par votre maison d'édition. Les éditions Espérance que nous avons montées donc, à Paris. Hein. Donc, disons, nous avons donc, on a des publications ordinaires, mais nous avons aussi la revue Droit et Pouvoir que vous montrez là. Donc, c'est une revue française disons, de droit, culture, institution. C'est une revue, bon, disons, qui est en train de faire son chemin en France et, euh, et qui est à la disposition de tous les chercheurs, donc les chercheurs d'Afrique, d'Amérique, pourquoi pas d'Europe. Donc, oui, nous parlerons de votre livre, Penser le droit autrement, écrit d'anthropologie juridique. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous avez 5 pôles dans ce centre. Et parmi ces 5 pôles, il y a un pôle qui est dédié en fait à l'état de droit. ouais. Ça consiste, quelles sont les activités, par exemple pour le centre, pour le pôle état des droits. Concrètement, c'est quel genre d'activité? Bon, c'est-à-dire que pour le moment, euh, on essaye de faire, on essaye de faire de la recherche beaucoup plus sur, disons, sur le dialogue pour la paix. Hein. Bon, donc, on fait des études sur le dialogue pour la paix. Et bon, je tiens à préciser que quand on a un centre de recherche, ce n'est pas seulement pour son propre pays. Donc, c'est un centre de recherche. Donc, on peut faire des recherches, disons, sur différents autres pays. Donc là, nous travaillons sur des questions de dialogue pour la paix, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, on a lancé des études avec des partenaires, bien sûr, parce que quand on fait des recherches de ce genre, on n'est pas seul. Donc, nous travaillons avec l'Institut Afrique Monde, notamment sur des questions de dialogue interreligieux pour la paix. Donc là, j'ai été en Côte d'Ivoire plusieurs fois. J'ai été au Bénin rencontrer des leaders religieux. En Côte d'Ivoire, c'était bon, après les difficultés qu'ils ont eues, donc la guerre en Côte d'Ivoire, tout ça, on s'est rendu compte que certains acteurs voulaient instrumentaliser justement cette guerre comme si c'était, disons, comme si c'était une guerre entre les religions, entre les musulmans et les chrétiens notamment. Finalement, grâce à un collectif là disons, des acteurs religieux, donc il y a un collectif qui a été créé. Et, bon, ils ont réussi à dépasser, disons, tout ce qui se disait concernant la religion. Alors, il y a un dialogue presque permanent entre les acteurs religieux en Côte d'Ivoire pour la paix. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je rencontrais, disons, des imams, des responsables musulmans, j'ai rencontré des prêtres catholiques, donc le père Abékan, qui est très, très, très engagé. Bon, j'ai rencontré des jésuites, j'ai travaillé avec des gens de stratégie Dio. Donc, on a fait de la recherche et
nous avons présenté les résultats à l'UNESCO, mais dans le cadre de l'Institut Afrique Monde. Hein, vous avez peut-être vu les images. Oui, oui, Hein, mhm. voilà, voilà, à Donc, l'UNESCO. c'était en 2018, hein, Voilà, en 2018. voilà, voilà. Hein, bon, donc, l'avantage que moi j'ai, c'est que nous avons le centre au Congo, mais moi, je ne suis pas permanent au Congo. Hein, ça veut dire qu'à partir d'ici, j'ai la possibilité de me mouvoir, disons, dans différents pays, hein, d'avoir des chercheurs un peu partout. Hein, et je considère que le CERDU est à Kinshasa, hein, mais tous les chercheurs du CERDU ne sont pas obligés d'être permanents à Kinshasa. Donc, nous avons des chercheurs qui sont en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, un peu partout. On peut travailler par Zoom, on peut se rencontrer, faire. Hein, bon, donc, on travaille dans ce sens-là. On sait que des questions d'état des droits, ce ne sont pas des questions qui sont isolées. On travaille seulement sur son propre pays. Donc, on essaie de travailler pour l'ensemble. Le CERDU donc s'est fixé à des ambitions, des ambitions nobles, hein, notamment devenir un acteur incontournable de production de connaissances et vise à développer l'expertise de pays du Sud, dont particulièrement la RD Congo. Et quels sont le moyen pour atteindre ces objectifs? Quels sont Les ressources dont vous disposez, que ce soit en matière humaine, que ce soit en matière financière ou encore matérielle? Bon, disons, les ressources, ça évolue, ça varie. Hein, bon, disons, le plus important, ce sont les ressources humaines. Au Congo, sur place, nous avons une équipe de chercheurs. Hein. Disons, on a quelques assistants, on a quelques personnes qui travaillent et on a des chercheurs associés. Associés, c'est-à-dire qui sont dans d'autres universités, à l'UNIKIN, à l'UPenn, à l'UBACHI, tout ça, bon, hein, bon, qui travaillent avec nous. Hein. On a quelques jeunes aussi qui sont permanents. Bon, hein, il y a même des jeunes qui ont fait l'ENA au Congo, bon, qui sont ambitieux, hein, bon, qui veulent, hein, disons qu'on essaye d'avancer avec eux. Hein, et nous avons aussi des gens à l'extérieur. Hein, bon, comme j'ai dit hier j'ai recruté deux personnes à Strasbourg, là où je suis. Hein, donc, il y a un Camerounais et un Congolais de Bukavu qui me dit disons, qu'il a déjà quelques activités qu'il mène à Bukavu bon, avec son groupe des jeunes, tout ça. Il cherche à rejoindre le CERDU. Hein, bon, et être notre point focal à Bukavu. Ça, on a comme ça des structures qui cherchent à s'agréger, hein, au CERDU comme ça, ensemble, nous avançons. D'autres moyens que nous avons des structures de publication. On a la maison d'édition, hein, les éditions Espérance. Hein, disons, c'est moi qui ai créé, donc j'ai créé des collections pour le CERDU. Hein, nous avons sorti. Dans les cas des éditions Espérance, donc on peut effectivement vous contacter pour produire, éditer des livres chez vous, contact même de personnes qui sont au niveau de la RDC, par exemple, et vous le produisez ici en France, ces livres. Ça, c'est ça. Hein. C'est ça, nous avons déjà produit beaucoup les livres. Hein. Oui, c'est comme le livre que j'ai reçu de vous. Donc, ça, c'est produit par les éditions Espérance. Donc, à part ça, nous avons produit des centaines de livres. Hein. Hein, des centaines de livres. Donc, il y a des gens qui nous commandent des livres de tout, disons, de tous les pays. Hein. Donc, on n'est pas limité. Hein. Donc, les éditions sont là pour tout le monde. Hein. Donc, même ceux qui ne sont pas dans le centre, qui veulent publier, bon,
hein, bon, donc il n'y a pas de souci. Et par rapport à votre livre Penser le droit autrement, écrit d'anthropologie juridique, de quoi s'agit-il brièvement? Brièvement, disons, c'est un ensemble de textes, hein, j'ai dit écrits d'anthropologie juridique, c'est un ensemble d'écrits, disons mes écrits, hein, sur 20 ans, hein, 20 ans de carrière. Donc, j'ai essayé de rassembler mes différents écrits, hein, en un seul volume, hein. Bon, donc, ce sont des écrits qu'on trouve donc, ce sont des écrits qu'on trouve dans différentes revues à travers le monde. Donc, j'ai essayé de rassembler. Pourquoi? Tout simplement parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup de courriers, hein, des gens qui sont éparpillés dans le monde qui cherchent mes articles. Ah, voilà, vous avez publié tel article en telle année, vous avez publié tel article en telle année. Moi, je dis, bon, la solution pour satisfaire tout le monde, c'est d'abord de réunir ces articles en un seul volume. Comme ça, quelqu'un qui a besoin d'un article n'a qu'à commander le livre, n'a qu'à le retrouver sur des réseaux sociaux, je ne sais pas. Hein, bon. Donc, c'est une façon de faciliter la tâche à des gens qui veulent accéder à mes écrits. Hein. Il y a certaines universités qui utilisent mes écrits, hein, bon, notamment au Canada, un peu partout. Bon, disons, les gens ont des difficultés pour accéder à tout ça. Donc là, c'est la solution disons, que j'ai trouvée pour, disons, pour que les gens puissent accéder facilement à ces écrits. Voilà. Alors, disons de quoi il s'agit. Quand je dis penser les droits autrement, hein, de voir l'image de la couverture. Hein, vous voyez cette image-là. Hein, disons, c'est la création d'Adam. Hein, vous avez Dieu disons, qui crée l'homme, disons, qui crée Adam. Hein, hein, donc, cette image-là, c'est la création d'Adam. Alors, c'est que le droit a été pensé, disons le droit moderne, le droit occidental, a été pensé à partir de la cosmologie occidentale. Voilà. Hein, donc, dans cette cosmologie occidentale, dans cette vision judéo-chrétienne du monde, donc c'est Dieu qui a créé, hein, donc Dieu a créé le monde et Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde, il dirige aussi ce monde à partir de ses commandements. Donc Dieu a créé l'homme, ensuite Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Hein, hein, et justement, avec la laïcisation de la société, hein, donc Dieu a été remplacé par un avatar laïcisé qui est l'État, et l'État continue à créer, l'État continue à diriger à travers des lois et des décrets. Donc, c'est ça, en fait, le schéma, hein, disons, qui a présidé à la création du droit occidental. Donc, le droit occidental, le droit moderne, a été pensé de cette façon-là. Alors, moi, quand je dis penser autrement les droits, ça veut dire qu'on doit penser les droits en sachant qu'il n'y a pas qu'une seule vision du monde, mais qu'il y en a plusieurs. Par exemple, ont leur propre vision du monde, ont leur propre cosmologie, ont leur propre cosmogonie. Donc, on ne peut pas leur imposer un droit qui a été pensé à partir de la vision du monde des autres. Je dis qu'il faut penser les droits autrement. Ça veut dire qu'il faut toujours l'adapter à la vision justement des gens pour lesquels ce droit est adressé. Donc, il faut penser autrement. Oui. Je signale à nos téléspectateurs que nous allons faire une émission dans le cadre de la rubrique de plumes et des racines juridiques. Nous allons présenter le livre Penser le droit autrement du professeur Camille Couillou. Et vous en saurez un peu plus peut-être aussi à travers cette rubrique
de quoi est-il question dans ce livre. Voilà, professeur, mais en dehors de cela, vous êtes également président de l'Académie africaine de théorie du droit. Et cette académie organisée, moi j'ai assisté, j'ai eu le plaisir de participer au cours d'été, c'était en 2008 je pense, à Bruxelles, où étaient conviés de jurys, enfin des Africains aussi qui avaient quitté l'Afrique pour venir à Bruxelles cet été-là pour suivre ces cours-là, pour participer à ces cours-là. Est-ce que ces genres de cours, vous les tenez toujours ou bien dans le projet de l'académie, qu'en est-il exactement pour le moment? Ok, donc je suis président de l'Académie africaine de théorie du droit. J'avais créé cette académie en 1999. En, en 1999, ouais, disons sur le modèle de l'Académie européenne des théories du droit. D'ailleurs, les deux académies travaillent ensemble. Alors, à un certain moment, l'Académie européenne de théorie du droit, notamment l'Université catholique de Bruxelles, la KUB, avait voulu, disons, nous aider dans l'organisation des cours d'été à Bruxelles. Donc, ce sont des cours qui se passaient dans les locaux de l'Université catholique de Bruxelles, donc qui avait l'Académie européenne de théorie du droit. Alors, ces cours avaient cette particularité qu'ils étaient financés par la coopération belge, hein, par la coopération flamande. Hein, bon, donc, bon, ces financements n'étaient pas éternels. Donc, bon, on avait un financement de 5 ans seulement. Donc, pendant ces 5 ans, on a essayé donc de faire venir des gens. Bon, il y avait aussi, disons, qui venaient de leurs propres moyens. Mais nous, par le fait que c'était financé par la coopération belge, donc il y avait des facilités de visa. Voilà. Alors, bon, à partir du moment où ce financement s'est arrêté, bon, donc c'était difficile pour nous de continuer. Parce que, bon, on a fait ça dans le cadre d'une collaboration hein, avec les universités flamandes, avec la coopération flamande. Bon, donc là, c'est un peu difficile pour nous de continuer maintenant. Mais sinon, l'Académie africaine des théories du droit continue bon, à exister autrement. Et nous avons justement le projet de relancer un peu ce qu'on faisait. Donc, bientôt, il y aura de nouveaux cours d'été. Il y aura... Vous êtes donc à ces niveaux de votre parcours scientifique. Quels sont vos projets ou votre vision du futur dans le domaine juridique, je vais dire, mais aussi dans d'autres domaines? Donc, pour le moment, je continue encore à enseigner en France. On m'a dit que je peux encore enseigner pendant 2 ans. Après, c'est la retraite. Donc, en France, vous savez, quand on atteint l'âge de la retraite, on part. Donc, je suis à l'université Paris-Saclay, donc pour 2 ans encore. Et en dehors de ça, donc, je suis en train de développer des initiatives comme la revue Droit et Pouvoir. Donc, c'est une revue bon, qui est à la disposition des juristes et pas seulement. Donc, bon, donc, tous les chercheurs qui ont des choses à dire, bon, on, on peut collaborer. On a les éditions Espérance, on a les CERDU,
Hein. Bon, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais disons, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que je suis consultant aussi. Hein. Je suis consultant international. Aussi construire. Consultant international. Quel organisme? Parler du FNUAP tout à l'heure, mais là, je viens de terminer un contrat avec le PNUD en RDC. Hein. Donc, j'ai fini mon contrat avec le PNUD le 30 janvier, donc il y a quelques jours. Hein. Et ces contrats euh, ont consisté à un renforcement des capacités de la Cour constitutionnelle de la RDC. Hein. Donc, bon, par ailleurs, je suis aussi consultant à la Cour constitutionnelle avant même d'aller au PNUD, donc j'étais déjà consultant à la Cour constitutionnelle. Hein. Bon, donc, il y a toujours ce travail qui se fait hein, et qui continue avec des juristes, pas seulement au Congo, hein, parce que, bon, bien sûr que j'ai des origines congolaises, mais je me considère comme citoyen du monde. Hein. Donc, je vais travailler là où le besoin se fait sentir, là où l'on a besoin de moi. Hein. Par exemple, dernièrement, j'ai beaucoup collaboré avec Haïti. Hein. Haïti, bon, qui se cherche un peu. Là, j'ai publié le livre du secrétaire général de la présidence d'Haïti, hein, Monsieur Pierre-Louis. Donc, on venait de publier son livre. Je l'ai accompagné un peu pour la promotion de ses livres. Et dans ces livres, il parle bien sûr de la réforme du droit en Haïti, hein, des questions constitutionnelles, tout ça. Hein. Bon, donc, on est là, on essaye de travailler un peu là où le besoin s'est fait sentir. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez une autre question que vous auriez aimé que nous puissions aborder, que nous n'avons peut-être pas abordé dans le cadre de votre parcours. Bon, au début, vous m'avez demandé si j'étais un enfant comme tous les autres, un adolescent comme tous les autres. Voilà, j'avais dit oui. Oui, j'étais comme tout le monde. Disons, comme tout le monde, j'avais donné un peu de soucis à mes parents, hein, parce que j'avais une passion pour la musique. Hein, parce qu'en RDC, disons, quand j'étais étudiant, élève, je pratiquais de la musique, hein, disons, dans des bars. Dans Ah des oui. bars. Hein, on faisait des concerts, disons même à la faculté de théologie catholique, on avait un orchestre. Hein, et cet amour de la musique, cette passion de la musique a continué. C'est ce qui fait que je fais ma thèse sur la musique et les droits. Ah oui. Voilà. La musique, c'est la culture. Je suis passé d'une passion, hein, bon, qui était la mienne, bon, à la thèse. Hein. C'est ce qui fait que ma thèse, j'ai dit, c'était la musique, le droit et tout ça. Hein. Et j'ai beaucoup fréquenté des musiciens à cette époque-là. J'étais très proche de Rochereau, hein, parce que j'ai beaucoup analysé ses chansons hein, dans ma thèse, tout ça. Bon, hein, bon, donc c'est aussi une façon de dire que, bon, disons, la thèse, c'est toujours mieux quand ça part d'une passion. Hein. Disons que, bon, moi, quand je faisais ma thèse, en fait, c'est comme si je m'amusais. Hein. Donc, j'aime dire aux gens que j'ai fait ma thèse en 4 mois. En 4 mois. Et c'était vrai, parce que j'avais passé tout mon temps à préparer d'autres diplômes, passer d'un diplôme à l'autre, philosophie, sciences politiques, tout ça. Je n'avais pas le temps, mais quand je me suis décidé à rédiger la thèse, j'ai pris 4 mois pour faire ça. Et c'était 4 mois de plaisir hein, parce que j'ai travaillé sur quelque chose que j'aimais. Hein. Donc, c'était l'objet de ma passion. Oui, tout à fait, oui. L'environnement familial, ça vous a aussi influencé? Est-ce que vos parents
et avaient le même parcours que vous. Peut-être que des fois, on a des parents médecins, on le voit travailler quand on est petit, on se dit, moi aussi, je serai médecin. Vous aussi, ça a eu une influence sur vous, sur votre parcours? Et tout à fait, hein, parce que mon papa était militaire. Il était militaire à Kisangani, hein, donc c'est ainsi que, c'est ainsi que je me suis retrouvé à Kisangani à l'occasion des mutations, donc on s'est retrouvé là-bas. Il était militaire. Alors à un certain moment, il avait monté un bar à Kisangani. Et ces bars étaient fréquentés par des professeurs d'université, hein, pas des professeurs d'université et disons des assistants, hein, parce qu'on était à côté du logement disons des universitaires, donc il y avait un camp où il y avait des logements, disons des profs, tout ça, et ces profs venaient boire chez nous. Donc, ils sont devenus amis de mon père. Alors, mon père était à la fois complexé devant tous ces professeurs et les assistants qui parlaient de la science. En même temps, pour lui, son fils devait ressembler à ces gens-là. Hein? Donc, il me disait toujours tout ça. Moi, mon rêve, c'est que toi aussi, tu deviennes professeur comme ces gens-là qui viennent chez nous, là, tous. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, alors, je vais faire une thèse, je vais devenir professeur pour faire plaisir à mon père. Hein, c'était pas pour moi-même, comme ça, parce que pour moi-même, quand j'avais fait le DESS de sciences politiques, développement et coopération, c'était pour travailler dans des institutions internationales, c'était pour travailler dans la diplomatie. Hein, parce que quand on fait développement et coopération, et là, ce n'était pas une thèse, c'était un diplôme professionnel, un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées. Hein, disons, la plupart de mes amis se sont arrêtés là, ils sont ambassadeurs, bon, ils sont dans des organisations internationales, mais moi, quand j'ai terminé, je pensais à cette promesse que j'avais faite à mon père, un de devenir professeur. Je dis alors, je continue ma thèse. Voilà. Oui, Donc, c'est ça le lien oui, d'accord. avec la famille. Oui. Et les amis de votre enfance, de votre parcours scolaire, universitaire, disons scolaire, vous les avez encore aujourd'hui? Vous le voyez? Oui, hein, oui. Quand je suis au Congo, hein, je vois certains amis, hein, mais Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en France depuis 1986. Bon, 86 à aujourd'hui, ça fait quand même 36 ans que je suis là. Donc, j'ai eu le temps de me faire d'autres amis ici. Bon, disons, la plupart de mes amis, c'est ici, quoi. On peut revoir l'un ou l'autre. Et, et même ceux que j'avais laissés au Congo, d'autres étaient venus ici faire des thèses avec moi. Ils sont rentrés au Congo. Moi, quand je suis au Congo, on se revoit. Et pour terminer, professeur Kamikuyu, quel est votre mot pour ces jeunes particulièrement? Parce que, comme je l'ai dit au début de cette rubrique, parcours racines juridiques, c'est vraiment dans l'intention de susciter de vocations, pour notamment dans de jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui vous ont suivi aujourd'hui, qui ont suivi votre parcours et pour qui vous êtes un modèle et veulent s'inspirer de votre parcours pour aspirer, devenir juriste, docteur en droit? Quel mot vous pouvez leur dire?
pour emprunter ce chemin? Quelles difficultés ils peuvent rencontrer? Quel est votre... Disons, moi, je dirais tout simplement disons qu'ils aient la foi. Hein. Disons qu'ils aient la foi en eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils croient en eux, en leur capacité, hein, bon, qu'ils ne cèdent pas à la tentation de peut-être de l'argent facile, hein, hein, ou à certaines facilités. Hein, bon, nous, quand nous sommes arrivés en Europe, disons, moi, je m'étais retrouvé dans des milieux où j'étais la seule personne qui étudiait. Hein. Hein, j'étais la seule personne qui allait à l'université. Les autres jeunes, à l'époque, on était jeunes, ils me décourageaient d'ailleurs. Hein. Hein, bon, donc, ils me disaient, mais vous étudiez pour quoi faire? Hein, nous sommes en Europe là pour chercher l'argent. Bon, donc il y avait ces facilités, il y avait ces tentations-là. Hein, mais comme j'avais mes objectifs, bon, donc j'avais la foi en moi et je n'ai pas voulu justement céder à la facilité. Hein, donc il faut qu'ils croient en eux, hein, disons qu'ils aient la foi en eux, hein, et qu'ils persévèrent. Hein, bon, voilà, nous les aînés, nous sommes là pour les aider. Hein, donc nous sommes là en cas de besoin. Bon, moi, bon, je reçois beaucoup de courriers tous les jours, disons de toute l'Afrique, même d'ailleurs, un du Brésil, tout ça de partout, des gens qui demandent un des renseignements, bon, un des aides. Voilà, nous sommes là pour ça. Hein, bon, et là, j'ai dit à mes étudiants, parce que mes étudiants ici en France sont souvent angoissés à l'idée de savoir ce qu'ils vont devenir. Hein, donc, les profs, nous sommes là, hein, mais qu'est-ce qu'on leur devenir? Moi, je leur dis, mais faites ce que vous devez faire. Ça veut dire que faites votre devoir d'étudiant, travaillez, travaillez, hein, et le reste, ça viendra. Hein, le reste viendra. Oui. Moi, c'est aussi ça que mes profs en France me disaient, voilà, travaillez tout simplement, le reste viendra. Hein, et effectivement, je vois avec mes étudiants, il n'y a pas longtemps, il y a une demoiselle qui m'écrit, ah, prof, je vous souhaite bonne année. En même temps, je donne mes nouvelles. Je suis attaché de coopération à l'ambassade de France à Abuja. Voilà, donc j'ai dit que, bon, on est toujours angoissé de l'avenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais quand on fait ce qu'on doit faire, quand on fait son devoir avec conscience, on travaille, on finit par y arriver. Bien sûr, les aînés sont là pour aider. Voilà. Merci beaucoup, professeur Kamikouyou. Nous étions heureuses de vous recevoir pour ces premiers numéros de la rubrique Parcours Racines juridiques, rubrique de l'émission Le Monde du droit. Et j'espère qu'à travers cette émission, nous avons pu atteindre de jeunes, nous avons pu atteindre des personnes qui ont trouvé en vous un modèle, une source d'inspiration pour leur carrière future. Je vous dis merci et vous fixe rendez-vous pour un autre numéro, bien sûr, de l'émission Le Monde du droit. Au revoir et à la prochaine. Que j'étais un enfant ordinaire, hein. Donc j'étais comme tous les autres enfants. Je suis né à Kinshasa et j'ai fait mes études primaires à Kinshasa. J'ai terminé mes études secondaires à Kisangani. À Kisangani, je suis passé par le petit séminaire. Ma thèse, j'ai dit, c'était la musique.
revoir.